Amis auditeurs, bonjour. Je suis aujourd'hui en compagnie de Gauthier Bouchet. Bonjour Gauthier. Bonjour Benjamin. Pour traiter d'une figure historique assez peu connue en Occident, notamment en France, la figure de Tse-I, la dernière impératrice de Chine. C'est après la lecture de l'excellente biographie de Yun Chang que nous est venue l'idée de traiter de Tse-I et par là même de traiter un peu de cet obscur 19e siècle chinois qui concerne d'ailleurs les pays occidentaux, puisque nous verrons que la Chine est en conflit avec la Grande-Bretagne, avec la France, les États-Unis, le Japon, et que ce 19e siècle est un siècle vraiment très sombre pour la Chine, qui conduira à la chute de l'Empire en 1912, le dernier empereur étant le notoire Puyi. Donc alors pour peut-être introduire, contextualiser ce 19e siècle chinois qui n'est pas vraiment connu des Occidentaux, peut-être pouvons-nous dire quelques mots sur la dynastie qui est en place ou sur justement les souverains, la société. La Chine est, à l'époque de Tse-I, dirigée par une dynastie qu'on appelle les Qing, qui ont pris le pouvoir au XVIIe siècle, en 1644. Après le suicide, il s'est pendu avec son eunuque, du dernier empereur Ming. Les Ming ont régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Et donc, ce sont des Qing qui ont pris le pouvoir et ont établi une sorte de joug assez important à la civilisation chinoise. Nous avons l'ethnie qui est majoritaire en Chine, ce sont les Han. Et nous avons des Mandchous qui ne sont pas des Han, qui imposent leurs lois, leurs coutumes à la société chinoise. La plus grande manifestation peut-être de ce joug étant le port obligatoire de la natte, qui est imposé à tous les hommes à partir justement de ce milieu du XVIIe siècle qui constitue l'arrivée au pouvoir des Qing. Et alors, Tse-I arrive donc 2 siècles après l'instauration de la dynastie Qing et au départ n'est pas destinée à prendre la place historique qu'elle a conservée dans l'histoire chinoise. Oui, effectivement, Benjamin, Tse-I n'est pas destinée initialement à régner. En fait, elle naît dans une famille noble. Elle naît le 29 novembre 1835 à Pékin, dans une famille de la noblesse. Son père est un porte-enseigne mandchou du clan des Yehenara. Son père s'appelle Huizang. Et sa famille meurt assez jeune, hein. Elle se retrouve orpheline. Et c'est son oncle qui l'éduque et qui la forme à son destin de concubine de l'empereur de Chine. L'empereur de Chine, c'est à l'époque Xianfeng, qui a à peu près son âge, il est né en 1831. Et Tse-I parvient en 1850, donc elle a 15 ans, c'est une adolescente, à être nommée 5e concubine impériale. C'est-à-dire finalement qu'elle dispose du rang le plus bas au sein de ce concubinat impérial, mais elle parvient, par l'entremise a priori d'un eunuque, à se rapprocher suffisamment de l'empereur. Ce qui fait qu'en 1852, elle devient la favorite impériale, et en 1856, elle fait un enfant à l'empereur, amené naturellement à régner sur la Chine après la mort de ce dernier, ce sera Zhaishun. Et c'est comme cela que Tse-I parvient petit à petit à gravir les échelons du pouvoir, et finalement, à la mort de l'empereur Xianfeng, nous le verrons en 1861, dans un contexte assez précaire pour la Chine, celui de la révolte Taiping, elle parvient comme cela à devenir une femme d'État et celle qui préside aux destinées de l'Empire du Milieu. Juste pour revenir, avant de nous intéresser à cette biographie de l'impératrice Tse-I, dans le cadre de cette chronique littéraire sur le livre de Zhang Chang, l'impératrice Tse-I, la concubine qui fait entrer la Chine dans la modernité, quelques précisions sur l'auteur, qui est une femme, hein, née en 1952. Zhang Chang est une historienne chinoise, et mis à part ce livre sur l'impératrice Tse-I, sa seule œuvre historique majeure est en fait une biographie de Mao Zedong en 2 volumes qui est paru en 2006, Mao, l'histoire inconnue. Ce livre sur Tse-I est sorti en 2013
en anglais sous le titre initial Empress Dowager Tzuyi et traduit 2 ans plus tard en français. Pour revenir à la figure de Tzuyi, qui connaît donc une ascension soudaine à partir du moment dans les années 1850 où elle devient non seulement une concubine, mais encore la favorite du roi, mais encore celle qui donne naissance au dauphin. Cette ascension s'accompagne également je ne sais pas si on dit dauphin d'ailleurs en Chine, mais nous autres Français, on serait habitués à dire ça. Cette ascension s'accompagne également d'un fait sacrilège pour l'époque, c'est que Tzuyi n'est pas que la favorite, elle devient en fait, de manière assez inédite, totalement inédite même d'ailleurs, la conseillère politique de l'empereur. Et là, c'est pas du tout l'usage, naturellement. Alors, ce qui lui permet probablement d'être la conseillère privilégiée de l'empereur, c'est que Tzuyi sait lire et écrire, contrairement à beaucoup de concubines impériales, et c'est facilité, de même que cet apprentissage de la gestion de l'État la prépare naturellement Benjamin à la succession de l'empereur. Nous sommes devant un cas qui est assez particulier, puisque, comme tu l'as excellemment dit tout de suite, Tzuyi maîtrise le chinois. Et c'est pas peu dire que dans la société chinoise de la fin du 19e siècle, c'est assez rare de trouver des hommes qui maîtrisent non seulement cette langue écrite, mais en plus, à plus forte raison, une femme. Alors, Tzuyi a eu, comment dirais-je, la chance, entre guillemets, de naître mandchou. C'est d'ailleurs ce qui lui autorise l'accès à la cour, puisque le harem impérial n'est composé que de jeunes femmes dont on doit avoir la certitude qu'ils sont extraites de familles mandchoues. Donc il y a véritablement une ségrégation à l'intérieur même de Pékin, puisque la Mandchourie est au nord-est de la Chine. Au Pékin, nous parlons à Pékin, hein, Tzuyi est né à Pékin. Dans la capitale impériale, nous avons une véritable ségrégation entre ceux qui sont d'ascendance mandchoue et les autres, qui sont majoritairement, comme je l'ai dit, des Han ou alors des Ouïghours dans l'ouest de la Chine. Et donc cette facilité du fait de son caractère mandchou permet à Tzuyi d'arriver dans l'entourage très proche de l'empereur Xianfeng. Alors, il y a évidemment sa compétence politique, et il y a également sa grande beauté. Tzuyi était une femme extrêmement belle, ce qui fait que autour de l'empereur, qui est un univers très, 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 très masculin, hein, les seuls hommes qui sont autorisés en dehors de l'empereur à être domiciliés dans la cité interdite sont les eunuques, donc des gens qui ont été castrés. Donc la présence masculine est vraiment réduite à la seule personne de l'empereur, et donc son entourage, au-delà des mandarins, de tout ce personnel administratif qui vit en dehors de la cité interdite, le personnel est féminin. Donc il y a l'impératrice et il y a les concubines, dont Tzuyi deviendra la première, à tel point qu'elle donnera un enfant à Xianfeng, un enfant qui régnera, nous le verrons, à partir de la mort de Xianfeng en 1861. Effectivement, Benjamin. Alors, on le voit à partir des années, la fin des années 1850, comme tu l'as signalé, la Chine est dans une position difficile vis-à-vis des puissances occidentales, parce que c'est un vaste territoire, toujours comme actuellement, qui est convoité vraiment par l'Occident, qui cherche à l'investir, à la coloniser. Et comme quelques décennies auparavant, la Chine affronte en 1860 des velléités coloniales de différentes puissances occidentales, principalement le Royaume-Uni et la France. C'est ce qu'on appelle la Seconde Guerre de l'opium, qui succède naturellement à la première. Et en 1860, Pékin est attaqué par une coalition franco-britannique, ce qui fait que la cour impériale doit s'enfuir. Elle part pour la Mandchourie. Xianfeng semble alors complètement défait sur un plan psychologique, et il semble subitement s'enfermer dans une sorte de dépression, ce qui fait que, affaibli politiquement de la sorte, il voit son trône contesté, revendiqué par deux factions rivales, avec de part et d'autre ses cousins, Yi et Zhang, et le commandant de la garde impériale chinoise, Ronglu.
Alors Tsui rejoint rapidement le camp de Ranglu. Quant à la première épouse de l'empereur, qui est Xihan, née en 1837, sa neutralité est un petit peu de nature à agacer les deux belligérants, les deux camps, parce que, naturellement, cette épouse légitime de l'empereur est convoitée par les deux factions, et, puisque l'épouse est censée succéder en réalité à John Feng à la mort de ce dernier. Et ce dernier meurt assez rapidement en réalité, puisque dès 1861, il décède. Et Tsui prend alors la succession dans un climat difficile pour la Chine, puisque il y a, comme nous l'avons souligné en introduction, cette révolte des Taiping qui gronde dans l'Empire du Milieu. Les Taiping, ce sont des paysans rebelles qui détiennent, comme le rappelle le livre, c'est en page 97, je cite, parmi les terres les plus fertiles du pays, de l'Empire, à commencer par Nankin. Et pour tâcher de contenir cette révolte Taiping, au sortir de la guerre de l'opium, vraiment quelques mois après, Tsui tâche de faire fructifier, paradoxalement, ses relations avec les puissances occidentales. Ce même Occident qui a tenté de coloniser la Chine très peu de temps après. Et cette alliance entre la Chine et l'Occident ne va initialement pas de soi, parce que les Taiping se revendiquent comme des chrétiens. Mais pour autant, eh bien, cette alliance parvient à se constituer après un épisode assez symbolique qui est le pillage, la conquête par les Taiping de Shanghai. Alors, comme c'est une ville où il y a beaucoup de négoces occidentales, la présence de nombreux Occidentaux, les Occidentaux, les Français et les Britanniques se décident à intervenir. Et ils se retrouvent comme cela, les Français et les Britanniques, aux côtés des Chinois, contre les Taiping, et leur meneur principal, qui est un dénommé Hong Xiquan, qui est un homme qui se prend pour une sorte de dieu, qui se surnomme le Soleil, qui revendique à la fois la chasteté pour ceux de son mouvement, même si lui, personnellement, il jouit de 88 concubines. Et eh bien, ce dénommé Hong Xiquan se retrouve donc, Benjamin, en face d'une coalition de Chinois, de Français et de Britanniques. C'est vrai que cette coalition est absolument pas évidente, mais cette coalition un peu de circonstances va être un peu à l'image de ce que sera le règne de Tsui, de la mort de son mari Chia Feng, de l'empereur dont elle est concubine, Chia Feng, jusqu'à sa propre mort à elle en 1908. Alors il faut rappeler peut-être à nos auditeurs qui découvrent peut-être le sujet, la cause principale de ces guerres. Donc il y a véritablement déjà un appétit de territoire, évidemment, vu de côté britannique, parce que ce sont les Britanniques qui tirent les ficelles occidentales, si je peux dire, dans cette région, véritablement de rechercher des débouchés économiques en Chine, puisque le déficit britannique est impressionnant. C'est-à-dire que les Britanniques achètent énormément de toiles, d'estampes, de tissus et de porcelaine, mais ne retrouvent rien à vendre à la Chine. C'est l'Angleterre victorienne à l'époque. Voilà, vraiment donc, une puissance au fait. Et ils trouvent quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'opium. Et l'opium qui est extrait du pavot, qui pousse en grand nombre dans l'Inde britannique, eh bien, les Chinois en sont des très grands consommateurs, à tel point que ça va créer d'énormes crises sanitaires au cours du 19e siècle. Et cette situation agace évidemment l'empereur qui voit, en plus de la corruption qui s'est développée depuis l'accession des Tsing à la dignité impériale, donc en plus de cette corruption, un problème sanitaire, et cet illuminé crée ce mouvement des Taiping. Il se considère comme le fils de Dieu, le frère du Christ, pour instaurer un règne de paix, loin de la corruption et loin des désastres sanitaires que fait l'opium. Et évidemment, ce mouvement est insupportable parce qu'il conteste
si vous voulez, l'autorité de l'empereur, l'autorité de l'administration, de l'État chinois. Et le règlement de cette question, l'extermination, parce qu'il faut parler d'extermination et de Taiping, fera, rendez-vous compte, pratiquement 20 millions de victimes. On a du mal à y croire, mais il faut toujours, quand on parle de la Chine, c'est un peu comme quand on parle du Brésil ou des États-Unis, il faut vraiment remettre en perspective l'ordre de grandeur. 20 millions de Chinois sont assassinés, exterminés à la suite de cette révolte des Taiping, qui est un marqueur, en plus de ces guerres de l'opium, du pillage du palais d'été en 1860, est un voyant, un symptôme de la désagrégation de l'autorité de l'empereur et les difficultés qui s'annoncent pour Tsui de tenir ce pays. Oui, effectivement, tu signales qu'il faut remettre ça en contexte vis-à-vis de l'ordre de grandeur. C'est 20 millions d'exterminés, mais sur une population chinoise qui, à l'époque, compte à peu près 350 millions d'habitants. Hein. Donc c'est à peu près un 15e de cette population. C'est pas que ça doit être relativisé, mais enfin, il faut quand même que ce soit mis en comparaison avec la population totale de la Chine, qui naturellement est importante, et qui est d'ores et déjà la population du pays le plus peuplé au monde, hein, même à cette époque-là. Hein. Mais cette alliance des revers, finalement, entre la Chine et les puissances occidentales, britanniques et français, aboutit à ce que la Chine, certainement, s'ouvre un peu plus au monde occidental, et au monde tout court, ce qui fait que les Chinois, qui auparavant sont assez rétifs à toute occidentalisation, en viennent à l'idée de s'épauler des Occidentaux pour finalement fortifier un peu leur gouvernement, consolider un petit peu l'État. Ce qui fait qu'il y a une armée de Chinois qui sont entraînés à l'occidental, qui est mise en place, notamment, hein, encadrée par un Américain qui s'appelle Frederick Townsend Ward, lequel, Townsend Ward, succombe d'ailleurs face au Taiping dès 1862, hein, quelques mois après son entrée en fonction. Et le commandement revient alors à un officier britannique, Charles Gordon. Mais la reconquête des Taiping, c'est véritablement l'œuvre d'un Chinois, pour le coup, qui s'appelle Zheng Zuofeng. Et c'est un marquis chinois qui parvient à recouvrer le contrôle de Nankin. Là, c'est en 1864. C'est la fin définitive de la rébellion Taiping, qui s'est soldée au final, comme tu l'as indiqué, Benjamin, par 20 millions de morts. Et la Chine peut alors se reconstruire, notamment sous l'influence d'un linguiste irlandais, Hart, avec quelques faits saillants sur lesquels revient ce livre, hein, vers les pages 120-130, notamment son insistance concernant les douanes chinoises. Le livre revient dans le détail sur le fait que les douanes chinoises acquièrent alors une organisation professionnelle, parce que auparavant les douanes sont assez anarchiques, il y a beaucoup de corruption naturellement. Or, ce bilan de coopération avec l'Occident se traduit par une collecte record de taxes entre 1860 et juillet 1865, par exemple, il y a 32 millions de taels, c'est la monnaie de l'époque, qui sont collectés. Et puis, globalement, le pays s'enrichit et finit même de s'acquitter symboliquement des indemnités de guerre qu'il devait aux Britanniques et aux Français en juin 1866. Et la Chine est suffisamment puissante maintenant économiquement, Benjamin, pour se permettre d'importer. Il y a par exemple 1,1 million de taels de riz qui sont importés en 1867. Bref, la Chine est une puissance qui progressivement sort un petit peu à la tête de l'eau. Oui. Ben oui, la Chine, le titre de toute façon de cet ouvrage, le sous-titre, c'est La concubine qui fit entrer la Chine dans la modernité. Donc il y avait véritablement une volonté de la part de Yung Chang de présenter le règne de Tsui comme étant un règne qui a été bénéfique à la Chine, alors que l'histoire a retenu que ce règne avait précipité la chute de la dynastie et la fin de l'Empire chinois. Alors, ce qu'il faudrait peut-être, le point sur lequel il faudra peut-être revenir, c'est comment une femme cultivée, qui ne souffre pas d'analphabétisme, a pu, certes, mais comment une femme a pu contrôler et conserver le pouvoir pendant un demi-siècle, à peu près un demi-siècle, une trentaine d'années. À la mort de Jerry Feng en 1861, le fils
le fils que Tsui a eu avec l'empereur n'a que 5 ans, Tongtse. Et l'impératrice, la femme légitime de Xianfeng et Tsushi, monte un complot, une conspiration, afin de court-circuiter les mandarins pour que les mandarins proclament un autre empereur. Puisque Yung Chang, d'ailleurs, le dit très bien dans le livre, je ne sais plus au niveau de quelle page, mais les règles de succession en Chine ne sont pratiquement inexistantes. Nous ne sommes pas ici dans une monarchie, par exemple, à la française, où des lois fondamentales encadrent la dévolution de la couronne. Ici, non. Il n'était absolument pas évident que le fils de Tsui, Tongtse, devienne empereur. Pourtant, c'est ce qui se passe. Les deux femmes s'allient et deviennent co-régentes lors de ce court règne de Tongtse qui ne dépasse pas 14 ans puisqu'il meurt en 1875. Et ensuite, c'est un petit-neveu, c'est Guangxu, un petit-neveu de Tsui qui arrive sur le trône. Mais Tsui a déjà pris de l'autorité, a déjà dirigé l'empire, et donc voilà ce qui peut expliquer comment une simple femme concubine arrive à contrôler les manettes de la Chine. Eh bien, c'est du fait qu'il n'y a pas eu d'empereur incontestable qui imposerait son autorité. Et Tsui, si vous voulez, est un peu est un peu à l'image de ce qu'on a connu en France, on l'a pas connu, mais ce que la France a connu à la fin de la dynastie carolingienne avec Hugues le Grand. Tsui est un peu une faiseuse d'empereur, et Guangxu c'est totalement ça, à tel point que quand Guangxu voudra, comment dirais-je, s'écarter de la tutelle de Tsui, eh bien Tsui le fera interner en plein cœur de la cité interdite pour conserver le pouvoir. Donc c'est un destin véritablement exceptionnel, et c'est ce que ce livre met totalement en valeur, c'est cette personnalité totalement obscure et dont on ne conserve qu'une légende noire. C'est cette capacité, cet amour du pouvoir et ce savoir de conserver le pouvoir. Voilà. Et ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça sera effectif jusqu'à sa mort, puisque Tsui fera assassiner Guangxu et mourra un jour après la mort de Guangxu, vraiment pour marquer le fait que le pouvoir lui appartient, malgré le fait que le détenteur logique du pouvoir étant l'empereur, eh bien, elle court-circuite cette évidence. Oui, effectivement, il y a une vingtaine d'années de concurrence entre le pouvoir de Guangxu et Tsui, qui ne s'achève vraiment qu'au dernier jour de la vie de Tsui, dans un contexte historique où la Chine est constamment en conflit contre l'Occident. Cette brève alliance de revers que nous avons signalée contre les Taiping au début des années 1860, finalement, n'a pas de grand lendemain, puisque en 1869, il y a un conflit, un raidissement des relations entre la Chine et les puissances occidentales. Bien plus tard, en 1899, il y a de nouveau une guerre ouverte avec les puissances occidentales et l'alignement stratégique de la Chine avec les Boxers, ce qui conduit à la fuite de l'impératrice en 1900. Et puis, il faut ajouter à cela, entre ces deux dates, une guerre sino-japonaise en 1894, où l'on voit d'ailleurs la jeune puissance japonaise s'affirmer militairement. Alors, c'est pas encore la superbe militaire que connaîtra le Japon je crois que c'est en 1905 contre la Russie, 1904, 1904-1905. La fameuse bataille navale de Tsushima contre l'amiral russe Nebogatov, qui voit de manière surprenante la victoire d'une puissance jaune, comme on disait à l'époque, contre une puissance blanche. Mais quand même, cette guerre sino-japonaise de 1894 marque un tournant, qui aboutit d'ailleurs l'année suivante à un véritable dépeçage de la Chine en 1895, et une paix désastreuse pour la Chine. Et puis une période de grande instabilité, puisque en 1898, s'il y a certes des réformes introduites par
par le pouvoir, il y a quand même un complot pour attenter à la vie de l'impératrice Tsui en septembre. Donc on voit que c'est une période de grave incertitude politique qui s'ouvre. Et on peut s'étonner effectivement, Benjamin, de cette longévité politique de cette impératrice qui effectivement fit entrer la Chine dans la modernité, pour reprendre le titre du livre, mais à quel prix? Au prix de bien des efforts et parfois des avancées succédant aux précédents des reculs. Bref, c'est vraiment une période d'incertitude, d'instabilité. Alors, les points forts de Tsui, au-delà du fait qu'aucun empereur se soit naturellement imposé, que Tongzhi et Guangxu ont été investis de la dignité impériale très jeunes dans leur enfance, Tsui a eu également un entourage qui était assez compétent. Deux personnes justement ont réussi à comprendre peut-être ce que la vision de la Chine qu'avait Tsui, et ont essayé non pas de composer avec les puissances occidentales, mais d'essayer de sauver un peu les meubles et de compenser justement tous ces déficits commerciaux chinois, ce dépeçage dont tu as très justement parlé tout de suite. Alors ces deux personnes sont d'abord le prince Dong. Le prince Dong, c'est qui? C'est le frère de Xia Yifeng, l'empereur mort en 1861, qui avait traité avec les Occidentaux pour la signature notamment du traité de Tianjin, qui mettait fin à la deuxième guerre de l'opium, et qui a participé au complot de Cixi pour prendre le pouvoir en 1861 contre les mandarins. Et ce prince Dong continuera à appuyer de sa force en tant que membre de la famille impériale, à appuyer les directives de Tsui. L'autre personnage important, c'est Li Hongzhang. Alors lui, il ne fait pas partie de la famille impériale. C'est un noble chinois. C'est le vice-roi d'une province chinoise qui, lui, qui a vécu de 1823 à 1901, a participé grandement au matage de la révolte des Taiping, mais qui également a fait un remarquable travail d'ambassadeur auprès des représentants des puissances occidentales, et qui a essayé, l'expression est un peu tribale, de mettre de l'eau dans le vin pour pas que la Chine n'ait à souffrir plus encore. Sur cet épisode qui est connu, puisqu'il a été magnifié au cinéma avec ce grand film qui est les 57 jours de Pékin avec Eva Gardner, sur cette révolte des boxeurs. Le terme est un peu... vers 1899. Voilà. Le terme est un peu... est un anglicisme certain, et peut paraître assez bizarre, tant il semble étranger à la langue chinoise. Il faut peut-être rappeler comment ça s'est déroulé. Il y a véritablement en Chine un refus de la remise en question de l'organisation sociale et surtout de l'organisation religieuse. Donc ça commence par l'assassinat d'un missionnaire français dans la campagne chinoise, et ce climat anti-religieux, anti-chrétien, est en plus additionné au fait que lors de l'été 1900, il y a un grave problème de sécheresse et la pluie ne tombe pas. Et on accuse les chrétiens, les occidentaux, de mécontenter les dieux, qui justement renvoient au peuple chinois un climat météorologique très, très malsain. Et les Chinois, qui sont très superstitieux, s'organisent, certains Chinois, en une association que l'historiographie a comment dirais-je, conservé comme étant les boxeurs. Ce sont les Points de la Justice et de la Concorde, qui est une secte qui a été fondée à la fin du XVIIIe siècle et qui monte en puissance. Les boxeurs sont armés de sabres, de bâtons de bois, pratiquent un art martial très proche du kung-fu, s'en serrent la tête d'écharpe, ont également une milice féminine qui, soi-disant, sont capables d'incendier, de faire créer la flamme dès qu'elle se lève. Et cette société va faire pression sur le pouvoir impérial et va investir la capitale et
assiégé le quartier délégation de Pékin, le quartier délégation de Pékin, notamment après l'assassinat de l'ambassadeur d'Allemagne von Ketteler. Alors cette situation va évidemment mettre mettre des doutes dans la tête de Tsui, puisque Tsui a, durant tout son règne, essayé de souffler un peu le froid et le chaud, et là elle est dans une situation où il faut faire un choix. Alors elle appuie ce mouvement réactionnaire des boxeurs, mais finalement elle voit que la situation lui échappe. C'est un peu une situation, si vous voulez, à la Révolution française où Tsui se fait déborder par sa... Alors là, c'est par sa droite, parce que c'est réactionnaire, par des gens qui sont encore plus réactionnaires qu'elle, c'est-à-dire les boxeurs, qui seront matés par l'invasion de Pékin par un corps expéditionnaire occidental et oriental, puisque le Japon fera partie de ce corps expéditionnaire. Donc, Tsuchi, donc, on l'a dit, s'enfuit à Xi'an, dans l'ouest de la Chine. C'est la débandade. Et c'est surtout la position à la Chine d'une très grosse indemnité de guerre et la présence des Occidentaux dans tous les ports de Chine et la mise sous tutelle de la Chine, dans laquelle le pouvoir impérial n'a plus qu'un rôle d'apparition. Oui, effectivement, Benjamin. Alors, pour revenir sur 2 points que tu as cités, qui me semblent assez intéressants, même si ce sont des anecdotes, tu as indiqué que la pluie ne tombait pas et que ça avait suscité, c'était en 1900 je crois, et que ça avait suscité la superstition, un peu les craintes en Chine à l'époque, parce qu'il y avait un climat intellectuel comme ça, où il y avait beaucoup de superstitions. Ça me fait un peu penser à ces troubles du climat qu'il y avait eu en Europe aux dernières années du XVIIIe siècle, et qui, beaucoup d'historiens ont contribué à créer les conditions de la Révolution française, enfin créer les conditions du mécontentement de la Révolution française. Le fameux hiver de 1788. C'est ça, en 1788, qui serait, semble-t-il, consécutif en partie à l'explosion d'un volcan en Islande en 1783. Il y aurait eu comme cela, avec un décalage de 5 ans, des aléas climatiques tels, à la fois forte pluviométrie et un grand froid, et donc des conditions telles, peut-être pas de famine, mais enfin de crise fragmentaire, que le petit peuple aurait été excédé, et ça aurait été une des causes de la Révolution française. Quant à l'ambassadeur allemand que tu as cité, Kettler, il me semble peut-être utile de préciser que l'Allemagne n'est pas éloignée du jeu occidental en Chine, parce que là on parle beaucoup des Français et des Britanniques, qui sont vraiment les 2 puissances avec des velléités coloniales dans l'Empire du Milieu, qui considèrent plus ou moins la Chine comme leur chasse gardée, peut-être une colonie future. En tout cas, c'est la position des Britanniques, même si les Français investissent aussi ce terrain, puisqu'ils ont des velléités qui se matérialiseront d'ailleurs au Tonkin. J'ai récemment lu, par exemple, une biographie de l'amiral Boué de la Pereire. Eh bien, on y parle de Tsui. C'est un des seuls livres, à part ce livre dont nous traitons aujourd'hui, où j'ai vu parler de l'impératrice. Comme quoi il y avait une volonté de présence française comme ça à partir de ces années 1880 au Tonkin, dans ce qui donnera l'Indochine. Les Allemands ne sont pas étrangers à ce théâtre chinois, parce que ils implantent des comptoirs commerciaux sur les côtes en Chine. Ils en posséderont d'ailleurs jusqu'au XXe siècle. Les Allemands ne sont pas une puissance coloniale à proprement parler, mais enfin il y a quand même 2 mouvements. Il y a cette présence de comptoirs commerciaux, comme les Français en ont par exemple en Inde avec Pondichéry notamment. Et puis il y a une très faible colonisation allemande à partir des années 1880 dans l'Est africain, au Rwanda, au Cameroun et dans ce qu'on appelle l'Urundi, qui est l'actuel Burundi. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver une figure comme ce diplomate assez anodin, qui n'est connu finalement que par sa mort un peu spectaculaire, l'ambassadeur que tu as cité, Benjamin, le dénommé von Kettler.
Oui, l'Allemagne, alors c'est une anecdote qui est assez connue, puisque les amateurs de sushi et autres gastronomies orientales ont l'habitude de boire une bière qui porte le nom justement de ce comptoir allemand en Chine qui s'appelle Tsingtao, où les Allemands, grands amoureux de bière, ont construit des brasseries. Le bilan véritablement de ce règne, s'il fallait peut-être avec ce règne qui a duré, je l'ai dit, un peu plus de 30 ans, avec toutes ces vicissitudes, ces révoltes internes, cette convoitise extérieure, cette corruption de l'État, cette société Han qu'il a fallu conserver sous le joug mandchou, quel est le bilan de ce règne? Eh bien, l'entreprise de Yuan Shang d'essayer de nous restituer une Tsui ouverte, avec une volonté profonde de faire entrer la Chine dans ce 19e siècle industriel. Cette entreprise de Yuan Shang est un peu biaisée puisqu'on voit bien que Tsui ne se sépare pas de la tradition chinoise. La Chine du 19e siècle est véritablement une puissance qui est figée, qui, au sein même de son organisation, dans son administration, dans sa justice, ne veut pas évoluer. Si on parle de la justice, par exemple, la vie humaine n'a que peu de poids en Chine. Il est, pour un crime de droit commun, vous pouvez, comment dirais-je, être menacé, vous pouvez, pardonnez-moi, risquer d'avoir la tête tranchée, ou pire, d'être découpé en morceaux. C'est le terrible supplice des 1000 coupures, le lingxi. Donc il y a une société qui est figée. Et il y a d'un autre côté un choc occidental, ces puissances modernisées, ça se matérialise aussi dans les campagnes militaires. Si la Chine est défaite aux guerres de l'opium, à la guerre sino-japonaise, c'est que la Chine est à un retard parce que la Chine a peur de la modernité et Tsui ne rompra jamais avec la frange la plus réactionnaire et la plus anti-moderne des intellectuels chinois, qui est, alors c'est la figure peut-être la plus réactionnaire qui est présente dans le livre, c'est le professeur Weng, W-E-N-G, qui ne cesse d'écrire à Tsui pour la dissuader d'être prise en photo, pour la dissuader de pactiser avec les diables étrangers, comme on parlait des Occidentaux en Chine. Donc ce bilan est assez mitigé, voire négatif, et puis c'est surtout la fin. Tsui meurt en 1908. Un jour, donc après avoir fait assassiner Guangxu, elle a eu le temps, pendant ce jour, de placer Puyi, un enfant de 2 ans et demi, sur le trône de Chine. Mais en fait, de ces erreurs, de ce demi-siècle, elle n'a pas appris, puisqu'en fait, elle met un enfant sur le trône, un enfant sans expérience, sans formation, dont le père, certes, est régent, mais si vous voulez, elle refile la patate chaude à Puyi, et sans comment dirais-je, instruction, sans programme, etc. Et c'est véritablement un empire décadent que Tsui transmet à Puyi, et ça précipitera d'ailleurs la fin de la dynastie, puisque dans ces comptoirs occidentaux, à Canton, à Shanghai, on fréquente on fréquente les intellectuels européens et on apprend un peu les théories politiques européennes, notamment la démocratie, notamment l'égalité, notamment la liberté. Toutes ces valeurs occidentales arrivent et sont entendues, et notamment sont entendues par le principal auteur de la révolution de 1912, Sun Yat-sen. La révolution chinoise, il faut bien préciser, donc qui instaure la République chinoise en 1912, qui commence ce XXe siècle chinois que l'on sait bien, je ne vais pas dire bien conflictuel, mais bien complexe, puisqu'il alterne entre république, prise de pouvoir des communistes, et puis après l'émergence, vous savez, de ce régime communiste qui, à la mort de Mao, avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, se libéralise et se matine finalement de capitalisme. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire chinoise contemporaine, c'est qu'elle est comme ça, pleine de contradictions.
Pour revenir sur ce que tu as dit, Benjamin, sur cette Chine un petit peu rétive, enfin une partie de la Chine un petit peu rétive à la modernité. Tu citais ce conseiller de l'impératrice, je crois que c'est Wang, Ouais. qui était extrêmement rétif à toute forme de modernité, qui contestait même le fait que l'impératrice puisse être prise en photo, parce que peut-être ça nuisait à son image. Enfin, il faut quand même, je ne vais pas dire relativiser, mais contextualiser avec ce qu'était la relative fermeture de l'Orient, parce que un petit peu plus tôt, par exemple, c'était jusqu'en 1868 la fermeture du Japon, hein, jusqu'à cette fameuse ère Meiji, donc en 1868, qui correspond à la fois à l'ouverture culturelle du Japon sur le reste du monde, et puis son industrialisation rapide. Certes, c'est une ouverture qui est un peu poussée par la poussée de l'impérialisme américain, un impérialisme confiant après la victoire des Américains sur eux-mêmes à la guerre de sécession. Mais le Japon lui-même n'était pas très ouvert sur le monde, donc il n'est pas étonnant que la Chine ait été assez fermée. Concernant Pouilly, il sera sans doute utile de revenir sur... parce que finalement, Benjamin, tu es revenu sur Pouilly, qui était un très jeune enfant lorsque l'impératrice est morte. Il faudra sans doute revenir post-mortem sur ce que devient Pouilly durant l'entre-deux-guerres et a fortiori durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une figure centrale de cette Mandchourie qui est un peu le nouvel Éden des puissances coloniales, enfin qui est un espace géostratégiquement très intéressant à la fois pour l'Occident et puis pour un Japon en pleine expansion, on le verra. Et puis, alors juste pour revenir sur j'ai pas mal parlé de finances, de monnaie en introduction de l'émission, lorsque j'ai évoqué que la Chine se remettait progressivement de la révolte des Taiping, j'ai expliqué qu'elle s'enrichissait, j'ai parlé d'une monnaie qui était les taels, c'est peut-être pas très explicite. Justement, une note de l'auteur dans les premières pages du livre, hein, je crois que c'est vers les pages 10-15, nous informe de ce que sont les taels. C'est en page... c'est à peu près en page 19, 17, 15... C'est en page 15. Hein. La note de l'auteur nous explique que le tael, un tael, c'est 38 grammes. Un tael égale à peu près 0,35 livres sterling. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Benjamin, peut-être faut-il revenir donc, comme je le disais, à cette figure de Pouilly dans les premières années, les premières décennies plutôt du XXe siècle. Qu'est-ce que devient Pouilly ? Alors Pouilly, donc, qui accède à la dignité impériale en 1908, eh bien, se retrouve déchu en 1912. Alors il est déchu, mais la jeune République chinoise continue de l'entretenir et il peut continuer à domicilier dans la cité interdite. Alors c'est un peu compliqué, hein, la situation de la Chine post-Mandchou est vraiment très compliquée puisque des seigneurs de la guerre s'affrontent dans les campagnes chinoises. Il y a d'ailleurs des seigneurs de la guerre qui sont pour la restauration de l'empereur déchu. Et ce qui va arriver d'ailleurs, Pouilly sera restauré pendant l'intervalle de 15 jours. Un seigneur de la guerre va arriver à Pékin et va reproclamer Pouilly empereur. Ça durera que 2 semaines, je l'ai dit. Et ensuite, c'est un... Jean Ier le posthume. Oui, oui, mort dans l'œuf. Et ensuite, c'est un proche de Tsui, un opportuniste, Yuan Shikwai, qui se fera lui-même proclamer empereur, donc vraiment sous les murs, sous les yeux de Pouilly, se fera proclamer empereur à la place de Pouilly, et lui aussi fera long feu. Il sera diagnostiqué d'ailleurs fou à la fin de sa vie. Et Pouilly, en 1922, me semble-t-il, reçoit l'ordre de la part du gouvernement chinois de ne plus résider dans la cité interdite et de quitter Pékin. Il se réfugie donc à Tianjin sur la côte et puis il va attendre et va essayer de poursuivre
ce qu'il croit être son destin, c'est-à-dire reconquérir le trône. Et dès que la Chine va être investie par les Japonais, la Mandchourie conquise en 1937, avec les exactions qu'on connaît, notamment le grand massacre de Nankin, Puyi se voit confier le trône fantôme du Manchukuo, qui est le nom de ce royaume qui est créé avec les limites géographiques de la Mandchourie, où au fait il n'est qu'un emport de pacotille, puisque ce sont les Japonais qui tirent les ficelles. Son conseil des ministres d'ailleurs est intégralement composé de Japonais. Et à la fin de la guerre, Puyi essaiera de s'enfuir assez piteusement et sera par avion pour rejoindre le Japon et sera intercepté par les Soviétiques, qui le garderont pendant quelques années avant de le délivrer à la toute jeune République populaire de Chine, où Puyi subira une rééducation dans les camps éponymes, et rédigera son autobiographie, connue sous le terme occidental de Quand j'étais empereur, et finira sa vie comme jardinier à Pékin, et mourra d'un cancer. Donc voilà, en 1965, me semble-t-il. Voilà donc le destin très très particulier de cet empereur qui c'est un peu un destin à la Chambord, mais sauf que le comte de Chambord n'a pas reçu une éducation républicaine intensive. Effectivement, Puyi, c'est une figure un peu étonnante qui, comme ça, n'est qu'empereur de manière éphémère et qui parvient, grâce à la puissance momentanée du Japon, dans le cadre de cette grande Asie souhaitée par le Japon, qui parvient comme ça à revenir sur le trône au sein d'une sorte d'état fantoche qu'est le Manchukuo, entre 1937 et 1945, un état avec un assez beau drapeau, une espèce de jaune avec un soleil rouge, me semble-t-il, qui fait un peu penser d'ailleurs à ce drapeau japonais bien connu, avec ce soleil, qui est un dérivatif du drapeau japonais, avec ce soleil rouge, avec les rayons rouges. On voit aussi l'influence japonaise. Tu l'as cité concernant le Conseil des ministres, ça se voit aussi dans l'iconographie déployée par ce drapeau. Voilà pour Puyi. Je crois que, Benjamin, tu as une citation concernant toute cette période pour conclure l'émission. Voilà, j'aimerais conclure avec une citation de Pierre Loti, qui a été envoyé spécial. C'est un poète français. Poète français qui a écrit l'un des plus beaux romans français qui existent, Pêcheur d'Islande, sur lequel faudrait peut-être faire une émission, tellement on y voit comment dire, cette Bretagne du 19e siècle encore très croyante et très, très superstitieuse. Donc je reviens sur... dans l'année 1900, Pierre Loti est envoyé pour faire un récit sur la Chine, notamment à l'époque, donc dans 1900, c'est l'époque évidemment de la révolte des Boxers. Et donc il écrit quelques chapitres qui sont réunis sous le titre Les derniers jours de Pékin, où il consacre, si vous voulez, cette impression de fin d'épopée impériale qui est très perceptible dans ce Japon de 1900, alors même que Tsuyi a encore 8 ans à vivre. Donc je vous livre ces dernières phrases de Pierre Loti. Mais il y a aussi un autre sentiment que nous éprouvons tous deux à cette heure, et nous nous faisons part l'un et l'autre, presque sans parole, tandis que les dalles de marbre rendent leurs petits sons clairs sous nos talons dans le silence de minute en minute plus solennel. Il nous semble que cette soirée vient de consacrer d'une manière irrémédiable l'effondrement de Pékin, autant dire l'effondrement d'un monde. Quoi qu'il advienne, l'étonnante cour asiatique reparaîtrait-elle même ici, ce qui est bien improbable. Pékin est fini, son prestige tombé, son mystère percé à jour. Donc voilà, c'est sur cette citation très belle, très nostalgique de Pierre Loti que nous allons conclure cette émission sur cette impératrice méconnue qui était l'impératrice Tsuyi, qui a donc, selon Yung Chang, fait entrer la Chine dans la modernité. Ça nous a permis, Gauthier, d'investir un peu un champ que l'historiographie occidentale a un peu déserté, c'est-à-dire l'histoire asiatique de la fin du 19e siècle.
Donc nous sommes satisfaits d'avoir permis à la redécouverte un peu de cette période que nous, occidentaux, n'apprenons pas sur les bancs de l'école. Donc voilà, chers amis, nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission de Fréquences d'Histoire, une nouvelle chronique littéraire. Merci Gauthier. Merci Benjamin. Oui, c'était pas facile de faire cette émission sur un sujet qui n'est pas très connu des Occidentaux, mais ça permet comme ça de se familiariser avec cet Orient complexe et parfois un peu contradictoire que nous présente ce livre. Donc l'impératrice Tse-Hi, la concubine qui fit entrer la Chine dans la modernité, dans une somme assez importante, 608 pages, avec des cartes également qui nous permettent de mieux situer un peu les différentes localités dont parle ce livre, parce que forcément on ne connaît pas tous la Chine par cœur. Notre prochaine émission, Benjamin, sera consacrée à un État disparu, un ancien État, dans le cadre de cette nouvelle séquence d'émissions que nous lançons depuis la rentrée. Cette émission sera diffusée le 10 octobre et elle sera consacrée à la Yougoslavie, Benjamin. Oui. Pays disparu, c'est le titre de ce nouveau concept d'émission. Donc après élection marquante, nous nous intéressons aux États qui ont disparu, qui ont laissé place au cours du XXe siècle à des nouveaux États, ceux qui aient été morcelés ou réunis à un autre. Alors nous en avons cité un dans cette émission, nous avons parlé du Mandchoukou, que nous allons évidemment traiter, mais le premier pays qui aura l'honneur d'être le premier visité sera la Yougoslavie. Et vous verrez que sous le terme Yougoslavie, différentes réalités d'État existent, un royaume, une république fédérale, tout cela de 1918 à 1991. C'est ça, il y a finalement plusieurs Yougoslavies en une seule, et nous vous le présenterons le 10 octobre prochain dans le cadre d'une émission sur Fréquences Histoire, et vous pourrez voir les évolutions de ce pays, notamment par l'évolution de ses drapeaux. Chers auditeurs, merci de votre écoute, merci de votre fidélité. À bientôt, Benjamin. Au revoir.